dans 3 jours, je soufflerai la première bougie de création de la forme juridique de l'EARL, donc on est vraiment à 1 an. Mais on va dire qu'on a réellement pris possession des lieux en début d'été l'an passé. Alors oui, je sais, nous sommes en Côte d'Or. Désolé monsieur le département. Mais en Côte d'Or, on n'a pas encore de ferme en ferme. Alors peut-être qu'avec un peu de chance, ça se développera parce que je trouve que c'est une initiative qui est assez sympathique. On est hébergé, j'allais dire, par le Jura. En fait, il faut savoir que ça fait quelques années que le Jura, avec quelques fermes de Saône-et-Loire qui participaient à cet événement, qui est un événement national qui a lieu sur le dernier week-end d'avril. Donc je me suis dit que c'était une bonne occasion. On est à peu près à 1 an de l'ouverture de la ferme. L'occasion de vous montrer un peu tous. Alors, je vais vous refaire une petite visite de la ferme. Je vous propose, on va faire un petit tour. Je vais quand même vous représenter un peu les bêtes. Et puis voilà, moi je me suis toujours passionnée par les races, par les chevaux. Et puis avec mon travail, j'ai bossé pas mal pour les races d'ânes en France, puisque je me suis retrouvée à les présenter au Salon de l'Agriculture à Paris. Et je me suis vraiment passionnée pour nos races locales qui sont souvent sous-estimées. Et j'ai eu envie, c'était pas prévu à la base sur le projet, mais très rapidement j'ai eu cette envie de développer l'aspect race locale et l'aspect pédagogique qui vient avec. C'est pour ça que petit à petit c'est devenu une ferme pédagogique qui est adhérente au réseau des écoles en herbe de la Chambre d'agriculture, qui permet d'accueillir les scolaires et le périscolaire. Il y a encore 2 jours, j'avais 25 enfants de 3 à 6 ans sur la ferme qui étaient là pour découvrir nos races. Et c'est pour ça que j'ai eu des petits squatteurs, alors à longues oreilles vous allez me dire, mais qui changent un peu des ânes. Donc vous avez l'exemple derrière de nos lapins fauves de Bourgogne, alors qui lui est bien originaire de Dijon à la base. Du coup, je vous présente quand même rapidement la troupe. Enfin, la troupe. Je ne vais pas tous vous les présenter, on en aurait pour un petit moment. Mais vous avez quand même les principaux acteurs, les filles qui sont au fond, et on en a plus proches qui sont là, c'est-à-dire mes ânes bourbonnais. Donc l'âne bourbonnais qui vient du Massif central, un âne de taille moyenne, marron, avec la croix de Saint-André, cette croix sur le mât. Une race à très très faible effectif, vu qu'on est à 20 naissances à peu près annuellement dans l'intégralité de la race. Donc on est vraiment sur un gros travail de préservation de la race et de préservation génétique. C'est grâce à elle que je produis le lait d'ânesse. Donc une production avec bien évidemment des naissances. Les ânesses me font des petits 1 an sur 2 à peu près. On ne peut pas les séparer, c'est comme certaines races de vaches laitières. Donc c'est des ânesses où je leur laisse le petit, on attend que le petit ait 3 mois, soit capable de commencer à manger un peu, de grappiller, d'être diversifié en fait. Et à partir de ce moment-là, on les sépare quelques heures. En fait, je ne les sépare pas physiquement. Les petits ont un panier qui leur permet de brouter de l'herbe, de boire, mais ils ne peuvent plus aller prendre le crayon pour téter la mère. Et après, je réalise une traite à la main qui permet de récupérer le lait. Vous voyez que je n'ai pas que les ânes, puisque j'ai également les chevaux. Alors, au niveau de l'élevage, j'ai quelques chevaux auvergnes. Donc, vous les avez derrière, les 2 juments. Elles sont suitées. Les pouliches ont 1 mois et 15 jours. Donc, on est vraiment sur des petiotes. Les juments elles sont là pour 2 raisons. La première, c'est qu'elles ne vont pas manger forcément les mêmes herbes que les ânes, et donc on retrouve une complémentarité comme on peut avoir aujourd'hui dans le pâturage mixte entre les chevaux et les vaches par exemple. Alors on reste quand même sur quelque chose de plus proche, mais il n'empêche que ça ne va pas chercher la même chose. Elles sont également là dans un projet de faire renaître le mulet du Massif central, le croisement entre des chevaux d'Auvergne et des ânes bourbonnais. La mule, vous en avez un exemple avec Madame Tête de Mule qui vous regarde derrière, Demoiselle, qui m'accompagne depuis une dizaine d'années. Elle, pour le coup, c'est une mule poitevine. Donc sa mère est une jument de trait poitevin. Son père est un baudet du Poitou. Vous savez, ces grands ânes aux longs poils, les dreads qu'on voit dans le marais poitevin. Moi, je voulais justement retrouver une mule qui soit plus légère. Parce que, alors, Demoiselle, je l'adore, c'est ma grande compagne. Mais c'est un animal qui, de base, est plus voué à faire du travail agricole. Moi, je voulais retrouver la mule plus de celle de loisir pour les gens qui randonnent, entre autres. On est sur des bêtes qui, une fois qu'ils ont confiance, vous emmèneront sur la Lune, qui passent de partout. C'est pas pour rien qu'on les retrouve beaucoup aux États-Unis, sur les gens qui travaillent encore avec les équidés. Voilà, donc c'était bien sur cette idée-là. Cette croisée, je ne sais pas où il est parti se balader, vous avez un coq et des poules qui se baladent sur la ferme. On est sur le poule et la coque gauloise saumon doré, pour vous donner son petit nom complet. Historiquement, c'est la poule historique de France. Pour la petite histoire, c'est celle qui nous a fallu de nous faire nommer Gaulois par Jules César, parce qu'il est arrivé ici et il s'est dit qu'il y avait quand même franchement que des poules dans ce pays, et vu que les poules ça se disait Gallus, et ben on s'est retrouvé les Gaulois. C'est notre emblème qu'on retrouve sur les jouets rouettes, qu'on retrouve sur les maillots des sportifs, et pourtant le coq gaulois est également en voie de disparition. Pourquoi? Parce que c'est une race qui est mixte, elle est pondeuse mais elle va faire 180 œufs là où une pondeuse va en faire 250.
elle est une volaille de chair, mais il lui manque 1 kilo par rapport à un poulet de chair aujourd'hui. Et donc dans l'agriculture d'aujourd'hui, qui a été poussée forcément par la société à consommer le plus, c'est des animaux qu'on a de moins en moins utilisés et qui aujourd'hui sont en voie d'extinction. Donc nous, on va récupérer en moyenne 1 litre. Vous voyez sur les 2 ânesses que j'ai actuellement, j'en ai une qui me monte un peu au-dessus, qui est plutôt entre 1 litre et 1,5 litre, on va dire les très bons jours. L'autre, elle est plutôt à 0,6, 0,7. Aujourd'hui, une ferme avec 300 vaches laitières, ça se trouve. Une ferme avec 50 vaches laitières, c'est une petite ferme laitière. Donc forcément, vous voyez, on est sur un lait qui est très rare, que ce soit par la quantité qu'on récupère et par le nombre présent. C'est pour ça que c'est un lait qu'on ne va pas croiser à beaucoup d'endroits. Aujourd'hui, ce lait est majoritairement transformé et utilisé en savon et cosmétiques. Donc moi, c'est également le premier débouché que j'ai développé. Donc j'ai pu monter ici un labo de transformation. Je fais de la saponification à froid. C'est la technique ancestrale de saponification qui a pour principe de mettre en contact un corps gras et de la soude. Aujourd'hui, vous avez mes savons, la gamme de savons que j'ai créée. Je vous ai expliqué, hein, j'ai monté le projet pendant près de 2 ans avant même de poser la première pierre ici. Pourquoi? C'est entre autres parce qu'il a fallu me former à la savonnerie, créer toute la gamme de cosmétiques. C'est très très long et très compliqué de mettre un produit cosmétique en ligne, enfin en vente, excusez-moi. On a la même réglementation qu'on soit L'Oréal ou qu'on soit Azimiri Eldama. Donc d'un point de vue réglementation, alors ça se fait, hein, mais il faut aimer la paperasserie pour pouvoir mettre un produit, c'est très contrôlé sur les cosmétiques. Donc on va produire l'huile de tournesol avec lui, ce qui me permet finalement d'avoir des savons qui ont une matière, qui ont 60 à 70% de matières premières qui proviennent de la ferme. C'était vraiment important pour moi. Après cette gamme, je l'ai déclinée pour aller chercher plus telle ou telle propriété. Donc vous avez un savon qui est très doux, qui est enrichi au miel et à l'amande douce. Vous avez un savon exfoliant à la graine de moutarde, du coup, qui vient également de Tréclin. Et j'ai également de savons avec des huiles essentielles, de la lavande et de l'orange et bajoin, une odeur un peu sucrée de l'autre côté. C'est un choix vraiment affirmé, on va dire, que j'ai fait d'avoir des huiles essentielles que dans un tiers de mes savons. Parce que souvent les gens qui viennent chercher le lait d'ânesse dans les produits, c'est des gens avec des peaux sensibles, qui viennent chercher le côté très hydratant et qui du coup sont parfois intolérants ou allergiques aux huiles essentielles. De même que ça permet d'avoir des savons qui sont utilisables par toute la famille. Mais vu qu'il y en a certains pour qui c'est important également, j'ai voulu faire le mix des deux. J'ai également des savons qui sont 2 en 1, qui font corps et cheveux. Pareil, il y a un certain enrichi à l'argile verte et la poudre d'ortie pour les peaux plutôt à tendance grasse, l'argile blanche et l'huile d'argan pour les peaux plutôt à tendance sèche, et un à l'huile essentielle de menthe poivrée. Vous trouverez également dans la gamme une huile de massage à la vanille. Et ben, je me suis dit, je vais probablement avoir un surplus d'huile, qu'est-ce que j'en fais? Aucun intérêt de le vendre en alimentaire, j'ai Jonathan qui fait ça à 1 km. Et ben, pourquoi pas développer une gamme d'huile de massage. Et finalement, vu qu'on est sur du tournesol oléique, donc pas celui que vous utilisez le plus souvent, qu'on trouve au supermarché, on est sur un tournesol qui grossit très tardivement. J'ai certains de mes premiers tests de savon ont plus de 2 ans et le tournesol n'a toujours pas bougé. Voilà, et on est sur une huile qui, en cosmétique, va se comporter comme l'huile d'olive dans les savons, et voire même là sur la partie huile de massage, on se rapproche de ce qu'on peut trouver sur l'huile d'amande douce. On est sur une huile qui est neutre, qui a peu d'odeur une fois qu'elle est transformée, et qui va très bien pour tout ce qui est hydratation et massage. On accueille les scolaires, les périscolaires. Pour l'instant, j'ai eu plus de périscolaires que du scolaire. Voilà, il y a 2 jours, j'avais 22 enfants de 3 à 6 ans qui ont passé la journée ici, qui ont pu avoir des contacts avec les lapins, avoir des contacts avec les ânes, qui ont pu créer un hôtel à insectes qu'ils ont ramené ensuite dans leur structure. Voilà, faire des livrets de jeux, apprendre tout en jouant autour de ces races locales et de la vie de la ferme. Je pense qu'on a fait à peu près le tour de ce que je pouvais vous présenter ici.